J'ai donné l'argent pour qu'on nous fasse traverser le désert. On nous pousse avec des bâtons. Halas, allez, halas, dedans. C'était l'horreur. Tout le monde est en pleurs. C'est le grand désert entre le Niger et l'Algérie. C'est le grand désert. Cette voiture-là, nous étions à l'intérieur 15. Il faut faire très très attention. Et monsieur me rappelait à tout moment qu'il avait une arme à la maison. Ma vie était entre ses mains. Quand on parle de la barrière, je me disais que c'était quelque chose d'aussi simple. Mais à la deuxième barrière, on me récupère là-bas. Quand on m'a pris, on m'a renvoyé au côté marocain, l'armée marocaine. Allah, ils m'ont tabassé ce jour. Vraiment, je ne sais pas si on peut vraiment traiter un être humain de cette façon. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Des mots et des émotions qui portent l'écho d'un témoignage sur un calvaire. Eh bien, calvaire d'une brûlante actualité, un retour d'enfer. Actualité sur les routes du désert ou celles de la mer que des migrants empruntent pour chercher l'Europe. Actualité qui baigne dans une douche froide en pleine mer, devenue cimetière des migrants. Un risque souvent ignoré par près de 200 000 Camerounais qui chaque année tentent de migrer vers l'Europe par la route. Et pourtant, ce chemin tue. Combien faut-il encore de morts en mer ou au désert pour que des jeunes tournent définitivement le dos à l'immigration ? Eh bien, bonjour, bienvenue dans Chemin Retour. Cette édition nous fait faire un tour de la question, cette question brûlante, avec des confidences d'un retour d'enfer de migrants qui rêvaient du paradis. En prenant la route de l'immigration clandestine, ils partaient vers un improbable Eldorado, mais le chemin du rêve, le chemin du paradis européen s'est transformé en chemin de croix. Rendez-vous avec la mort en terre inconnue. De retour au Cameroun, quelques survivants réunis en association partagent des témoignages inédits sur leur dangereux voyage. Des récits poignants qui racontent avec émotion et remords ces morts, le racket, les violences, les viols, l'échec, les meurtrières traversées de la Méditerranée ou du désert. Migrants, confidence d'un retour d'enfer est une plongée dans cette tragédie qui tue des milliers d'Africains chaque année. Aller-retour et donc une émission coup de poing pour la sensibilisation avec nos invités juste avec moi, Marlise et Témé. Bonjour. Bonsoir Steve, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir au panel. Je vous ai invité parce que vous êtes la coordinatrice de l'association camerounaise de lutte contre la traite, une association qui a 9 ans aujourd'hui. Oui, je décide de mettre sur pied la SCAP lors de mon retour en direction du Moyen-Orient. Je me suis dit, il faudrait que les jeunes, il faudrait que les familles sachent ce qui se passe de l'autre côté. Et pour pouvoir le faire, il faudrait que je sois crédible. Et pour être crédible, il faudrait que je mette sur pied une association qui va aller vers des familles, aller vers des populations, autant pour moi, pour pouvoir les parler des dangers qu'il y a à prendre la direction du Moyen-Orient. Un retour d'expérience, surtout particulier chez vous, qui avez voyagé en passant par l'Orient, le Moyen-Orient, le Liban. Un retour d'expérience qui nourrit aussi l'ambition d'une association, celle des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine du Cameroun, créée en 2008. Et nous avons le bonheur d'avoir son président sur ce plateau, Robert Alain Lipoti. Bonjour et bienvenue. Bonjour Steve, bonjour également aux nombreux téléspectateurs de la CRTV. C'est vrai, vous l'aviez si bien dit, la REC existe depuis 2008, mais il faut rappeler que nous sommes là depuis 2005, donc le temps que nous puissions mettre sur pied cette association qui a entre autres les objectifs, l'éducation à la migration, la prévention sur les questions de traite et de trafic d'êtres humains, l'insertion, la réinsertion et le plaidoyer. Un plaidoyer qui donne de la voix à un projet, celui qui s'intitule Cameroun, mon aventure, par un projet entre le Cameroun et l'Union européenne, mais il s'adosse également sur une sensibilisation. Ah tiens, j'ai quand même des images ici, un magazine gratuit sur la migration, Mola, Go Ambeng, la frappe. À la une de Mola également, Go Ambeng, à tout prix. À la une de Mola, Go Ambeng, les périples du voyage.
Mola, Visa, le casse-tête africain, retour à la case départ, et cette fois c'est le magazine Quat qui est distribué gratuitement, les migrants face au Covid, et puis Quat magazine face au désert, galère aux portes de sortie. C'est un volume de bande dessinée, a priori, sauf si je me trompe, qui est destiné aussi à toucher une cible sensible, les enfants. Pourquoi commencer par eux? Ben écoutez, là vous évoquez deux grands projets majeurs qui d'ailleurs se réalisent pour la toute première fois au Cameroun, en commençant par Mola Lukayamba, qui a été initié par M. Hervé Tchemele, qui est le directeur du centre de création, le directeur des médias africains d'Allemagne. Et aussi le projet Cameroun Mon Aventure, qui a été initié par le Fonds fiduciaire Union européenne, Organisation internationale pour les migrations, OIM, dans le but, n'est-ce pas, de sensibiliser à grande échelle. Et je reviens sur la bande dessinée, déjà très facile à lire, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes ont de la peine à lire, mais en bande dessinée, avec des petites histoires, des petites anecdotes, oui, c'est très très facile à lire pour tout le monde. Donc ce n'est pas seulement les jeunes, c'est vrai que les jeunes sont concernés à pratiquement 80%, mais il y a aussi les parents qui sont concernés, parce que dans ce projet, nous avons développé aussi les workshops. Les workshops, c'est les migrants rentrés que nous invitons pour les encourager à partager leur expérience. Parce que nous nous sommes rendus compte que plus de 85% des retours ne disent jamais rien. Nous avons aussi pensé que c'est une thérapie pour eux. Ils se soignent, mais ils soignent aussi les personnes qui racontent leurs histoires au quotidien. Et donc, nous sommes allés également auprès des communautés chrétiennes, musulmanes, mototaximènes, entre autres, dont les parents, pour les amener à comprendre la problématique, la difficulté de cette problématique qu'est la migration irrégulière. Et une difficulté que vous avez touché du doigt, Marlise Témé, vous qui vous êtes spécialisé dans le droit, les droits de l'homme, pour mieux palper les questions liées à l'immigration et surtout la traite. Mais avant que nous n'avancions, je voudrais vous inviter à scruter quelques chiffres. On parle par exemple de près de 4600 retours de migrants entre 2017 et 2020, des morts par milliers, plus de 200 000 qui partent, et parmi eux, ceux qui reviennent ont envie de repartir. Nous aborderons ces questions. Nous parlerons du récit du calvaire, le rêve brisé, surtout le retour qui a des airs parfois d'envie de repartir, et surtout la sensibilisation sur le terrain. Mais avant, je vous invite à regarder avec nous un extrait de ce film, du projet Cameroun Mon Aventure. Là-dedans, vous verrez combien la route du désert est horrible à vivre, les promesses, le rêve d'une famille qui compte sur nous, sur les migrants. Quand je dis nous, c'est qu'on partage la peine de ces migrants, des agressions et des violences comme on ne souhaite pas en vivre. Voici un morceau choisi de ce film qui peut donner du frisson. L'argent pour qu'on nous fasse traverser le désert. On monte sur la moto, on roule, on se renverse même dans le désert. Après, un des motomans nous dit, bon, voilà ce que vous allez faire, vous allez nous ajouter de l'argent. Mais on n'a plus d'argent. On va faire comment? Ils ne voulaient pas comprendre ça. Ils ont dit, bon, vous allez rester là. Donc, j'ai encore sorti de l'argent, j'ai donné. J'ai dit, mais ça c'est cette aventure qu'on me dit que c'est facile. Si ne serait-ce qu'au niveau du... Je suis encore au Nigeria, je vis déjà cela. Comment est-ce que ça sera devant? Mais il ne faut pas se décourager. La famille t'attend, la famille compte sur toi. Il était 22h passées, quelques minutes. J'appelle la maman. Elle sort du sommeil, elle décroche. J'ai senti un grand sursaut. Je lui dis, maman, je suis au Niger. Je suis coincé, je veux traverser. Il faut que j'entre en Algérie. S'il vous plaît, aidez-moi. Elle dit, Meni Ozium, ça veut dire, l'enfant, si tu vas me tuer un jour. J'ai attendu pendant un mois. Je n'ai rien reçu. La vague de personnes que j'ai rencontrées en cours de route était en train de partir.
Quand on entre à l'aéroport, nous sommes scindés en 2 groupes. Les Libanais d'un côté et les Africains de l'autre côté. On me dit non, vous ne pouvez pas prendre ce rang, prenez l'autre plutôt. On dit mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi? On dit bon, peut-être parce que nous sommes africains. Donc, on me dit ok, déposez vos passeports ici. Pendant qu'on les dépose, un autre agent derrière les récupère. Ils ne sont pas remis. On dit non, ok, allez comme ça, allez comme ça. On nous dirige vers une petite salle. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une porte et une ampoule au-dessus. Et des Éthiopiennes étaient tellement nombreuses, les Philippiennes, les Maghrébiennes, étaient tellement nombreux. On nous enferme dans cette pièce. Tout le monde fond là. C'était le chaos total. On dit mais qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Machin, on commence à prier. Mais waouh, on prie, on pleure. Il y avait des filles qui tombaient évanouies de gauche à droite. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir. On commence à cogner la porte, machin. Quand le garde vient pour ouvrir la porte, on bouscule les filles pour qu'elles puissent sortir, pour qu'on puisse respirer. On nous pousse avec des bâtons. Halas, allez, halas, dedans. Donc c'était l'horreur. Tout le monde est en pleurs. Il y a une dame qui arrive et me dit toi, tu me plais bien. Elle me dit non, tourne-toi. Comme dans le marché d'esclaves, quoi. Tourne-toi. Soulève les bras, soulève. On arrive à la maison. Il m'amène dans une petite pièce. Vraiment petite, hein, juste un tout petit lit d'une place, un chauffage, une petite toilette, un petit placard, pas de fenêtre. Je dis, mais au Cameroun, j'ai une chambre. On me dit, ok, tu as droit à 10 minutes d'appel tous les mois. Parce que le téléphone ici coûte cher, tu ne peux pas causer longtemps. En plus, quand tu dois causer, monsieur ou madame doivent être présents et tu dois parler en français. Donc, tu n'as pas le droit de raconter tes misères. C'est le grand désert entre le Niger et l'Algérie. C'est le grand désert. Cette voiture-là, nous étions à l'intérieur 15. 15, les autres s'asseyent, d'autres se couchent sur eux. Et il roulait comme s'il avait porté que des chèvres. À un niveau, il y a eu secousse. Tu as secoué. J'ai même cru que j'allais mourir. Parce que quand la voiture a secoué, puis j'étais couché. Quand je balance, d'autres personnes tombent sur moi. J'ai dit, vous m'étouffez. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur ne s'arrête pas, le chauffeur continue le trajet. Il y avait 3 femmes, en tout cas. Il y avait l'une des dames que le chauffeur a décidé de coucher avec elle. On a tout fait. Il a dit qu'il va coucher avec elle, sans se chausser. C'est à un moment qu'un des gars a dit « Cette fille a le sida ». Quand le gars a dit ça, il l'a laissé tomber. On a continué. Arrivé à un niveau, il dit qu'il veut encore une autre. Sinon, on marche à pied. La fille aussi, elle n'a pas de choix. Elle aussi, elle est dans le désert. Et la destinée. Aventure, retour au pays natal, film réalisé par Aurélia Arotolo et Benjamin Hoffman. Et vous venez de partager vos souvenirs sur l'épreuve d'un aller, on va dire, avant le retour. Marlise et Témé, on a entendu votre voix, parcours de migrants, pleurs, peur, le coût de la survie, ce que vous n'avez pas prévu sur le chemin. Ça, c'est dur à raconter, surtout pour vous qui avez pris la route de l'Est, par le Liban, par la Libye. Ouais, c'est assez difficile à raconter parce que pour quelqu'un qui décide de partir en aventure, on a d'autres idées, on a une autre vision de l'endroit où est-ce qu'on va. On se dit, en fait, il y a des Libanais qui vivent au Cameroun, il y a ces Arabes qui vivent au Cameroun par milliers et ils sont très bien traités. Donc, une fois chez eux, nous aurions en retour le même traitement. C'est une fois sur place que tu te rends compte que, en fait, le rêve libanais, c'est pas totalement le rêve, il s'agit du cauchemar libanais. Il y a d'abord les papiers qui sont confisqués, parce que c'est tout un réseau, il faudrait que les gens sachent. Quand on arrive au Liban, c'est tout un réseau qui va du Cameroun et jusqu'aux maisons. Et le réseau, il est très, très bien organisé. Départ sur Yaoundé, dans des aéroports, parce qu'ils ont des complices. Ici, je parle des aéroports au Cameroun, ils ont
des complices. Quand on te voit, tu dis, tu vas où? Je vais au Liban. OK, on te laisse passer. Une fois arrivé au Liban, le réseau continue jusqu'à l'aéroport, parce qu'une fois arrivé à l'aéroport, vos papiers sont confisqués. Et on vous dirige dans une toute petite salle assez minuscule où 10 personnes ne peuvent pas tenir dedans. Mais vous vous retrouvez à l'intérieur une cinquantaine, voire une centaine. Et ça commence à être difficile. Tu te dis, mais où est-ce que je suis? Est-ce que je ne rêve pas? Qu'est-ce qui ne va pas et autres. Mais quand vous partez, à partir du Cameroun, des personnes qui vous recrutent ne vous disent pas totalement la vérité. On vous fait miroiter un rêve. On vous dit non, une fois arrivé, vous serez accueillis par des patrons avec des bouquets de fleurs, avec des pancartes et autres. On ne vous dit pas concrètement ce que vous allez vivre une fois sur place. Et après l'enfermement, vos papiers, parce que quand les patrons viennent vous chercher, ça se passe comme dans un marché d'esclaves. Si vous avez eu à voir des films comme Kunta Kinte, des films qui parlent généralement qui relatent des histoires d'esclavage, on vous appelle, c'est toute une liste, on vous appelle, on a vos papiers, on vous appelle. Une fois arrivé, on prend vos papiers, on remet à votre patron, on vous dit tourne-toi, soulève-toi. À la limite, on vous demande de vous dénuder. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en position de force de dire non, je ne veux pas le faire, mais vous êtes obligé de le faire parce que vous ne savez même pas où vous êtes. Tout ce qu'on vous a raconté en partant du Cameroun, c'est archi faux. Vous vous retrouvez face à cette dure réalité. Et en partant de là, vous vous retrouvez dans une agence, dont il y a une agence de recrutement à partir du Cameroun qui recrute des femmes de ménage et qui travaille en partenariat avec une autre agence à Beyrouth. Arrivé dans cette agence, on vous fait passer des examens. Et je noterai ici qu'en partant du Cameroun, vous passez une multitude d'examens. Donc VIH, paludisme, tuberculose, ainsi de suite. Et si on détecte que vous avez du paludisme, je vous assure, c'est la chose la plus affreuse. On vous fait prendre un traitement de paludisme que vous devez prendre 3 jours d'affilée. On vous le fait prendre en moins d'1 heure de temps. Parce qu'il ne faudrait pas que vous arriviez au Liban, au Qatar, au Koweït ou à Dubaï étant malade. C'est ça, la véritable arnaque. Et une fois arrivé dans l'agence, on vous fait passer une autre série d'examens. Voilà. Et en ce moment, c'est là où la dure réalité vous rattrape. Laissez-moi chuter. On vous demande ce que vous avez sur la tête, donc cheveux, vous devez vous raser. Mais ça ne fait pas partie du contrat que j'ai signé au Cameroun. Le contrat ne stipulait en aucun cas qu'une fois arrivé au Moyen-Orient, je devais me raser les cheveux pour ne pas faire la concurrence à madame, c'était le mot exact. Vous avez rendez-vous avec l'imprévu et c'est peut-être un autre schéma à Robert Alain Lipoty, partir l'épreuve vers la mort. Vous avez connu une autre expérience, celle du désert. Quand je dis Agadez, la porte du désert, carrefour de toutes les routes clandestines, porte du rêve qui devient peut-être cauchemar. Vous avez quel souvenir? Ben, le souvenir, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais bon, le plus grand ou l'un des grands souvenirs que je garde de cette expérience, c'est que justement, quand vous arrivez à Agadez, vous vous retrouvez avec des gens qui étaient partis du Cameroun depuis 10 ans, 5 ans, ça dépend, qui sont là, qui sont arrivés en Libye, en Algérie, et refoulés. Quand vous essayez de discuter avec ces personnes-là, ils vous font savoir que vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Il y a des gens qui sont malades, atteints de maladies comme la tuberculose. Ils ne ressemblent même pas aux êtres humains, en fait. Et en ce moment, vous commencez à vous demander, mais attends, il se passe quel problème? Mais bon, comme sur ce chemin, assez souvent, vous voyez des gens qui avancent tout en ayant une foi exceptionnelle, parce que la migration ou l'aventure, c'est aussi la foi qui fait, n'est-ce pas, cette route, ce chemin-là, une route en tout cas. Mais quand vous prenez donc le départ maintenant au désert, il y a des trafiquants qui vous prennent, ils vous amènent chez eux, vous payez le transport. Moi, j'ai payé, donc après Agadez, il faut continuer vers le nord, sur Alit.
Nous passons tout près Peut-être de... que si on pourrait faire un clin d'œil à Lucien Bamboc, à qui nous devons la réalisation de cette émission, peut-être pour montrer la cartographie de ces chemins-là, de ces flèches vers la misère. Sans vous couper, vous parlez justement des imprévus, de la vie chère, la mort qui vous guette, les bandes armées, les trafiquants, les horreurs sexuelles, les souffrances, les maltraitances. Les mots sont peu pour le dire. Oui, effectivement. Donc, je disais, vous arrivez à Arlit, on vous met entre les mains des passeurs qui organisent les convois. Nous avions passé quelques jours et puis un soir, on nous appelle que c'est le moment de partir. Donc, sur une Land Cruiser de 9 places pratiquement, nous étions 22. 22 sur le désert où nous avons passé pratiquement plusieurs jours, où nous avions vu des corps en état de putréfaction avancée, on a vu des ossements humains, on a même perdu l'un de nos compagnons de voyage, je pense qu'il était ivoirien, qui a suffoqué au cours du voyage et tout de suite on a juste eu le temps de dégager le sable sur peut-être 50 cm, on l'a foutu dedans et on a pris son sac à dos, on a posé dessus. Donc il y a plein d'histoires comme ça qui sont horrible à raconter. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à Tamaracet, où là, maintenant, il se trouve que migrants irréguliers, il n'est pas toujours possible de séjourner dans des maisons normales. Nous sommes obligés d'aller dans les rochers à une quinzaine de kilomètres. Et plus vous continuez ce voyage au Maroc, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous acquitter d'un ticket de transport. Et c'est dans ces conditions qu'on se retrouve en train de marcher à pied sur plusieurs centaines de kilomètres pendant des mois parfois, pour atteindre soit Nador, qui est tout près de Melilla, ou à Ceuta, donc Finidec, qui est tout près. Nous sommes là au Maroc. Mais il y a un cliché qui m'a le plus marqué, en fait, comme pour terminer, sur les souvenirs. C'est quand nous sommes à Mawari. Mawari, c'est la forêt qui sépare la barrière de Melilla avec le Maroc. Avec, Melilla en Espagne et le Maroc. Nous sommes dans cette forêt. Pendant que nous sommes en train de préparer notre attaque massive sur la barrière, il y a une jeune dame qui était enceinte, qui, par la grâce de Dieu, n'a pas fait des visites prénatales, elle n'a jamais été à l'hôpital, on n'a pas fait une layette, rien. Il se trouve qu'elle a accouché. Il y a un bébé qui est là devant nous. Par la grâce de Dieu. C'est la deuxième fois que vous prononcez le nom de Dieu. Oui, justement, parce que, en fait, même si vous ne connaissez pas Dieu, quand vous faites l'aventure au cours de ce voyage, vous devrez réaliser que Dieu existe. Pour terminer, en fait, sur cette anecdote, elle accouche, nous voyons le bébé qui est là, un garçon, mais on n'a rien pour, n'est-ce pas, dénuder le cordon sur l'enfant. C'est une histoire extraordinaire. Donc, pour couper court, il a fallu qu'un courageux s'arme vraiment d'un courage extraordinaire pour se rappeler de ce qu'il y a eu dans son pays, je crois, en Guinée, une fois comme ça, et puis il a dû couper ce nombril avec les dents. Vous voyez, c'est des clichés hyper compliqués à parfois raconter à ses souvenirs. Et donc, cette aventure, cette route, elle est parfois, elle est très difficile. Première grosse désillusion, piégé en plein désert, sans argent, sans moyens, dans la rue ou sur le sable froid du désert, marcher parfois sur le sable chaud en journée. Je voudrais y trouver quand même quelques points communs à cette expérience. Marlise et Témé, les raquettes par les corsaires, les intermédiaires, les passeurs, les personnes qui vous escroquent, qui vous rançonnent, par la Libye ou par le Maroc. Je renverse, par le Maroc ou par la Libye. C'est ce même rendez-vous avec le calvaire. Mais une question, est-ce que dans ces petite chambre étroite, sortie de là, il y avait aussi des morts, des déçus, des pleurs? En fait, je pense que c'est la même rengaine, parce que quand vous décidez de partir en aventure, ne sachant pas où est-ce que vous partez concrètement, ignorant les tenants et les aboutissants. C'est peut-être ça le problème aussi, partir moi, sans savoir où on va exactement. Voilà. Et une fois arrivé sur place, vous êtes heurté à cette dure réalité, vous allez flancher. Beaucoup de personnes, à un moment, il y avait des filles qui tombaient évanouies. On était obligés de se marcher les uns sur les autres parce que n'ayant pas assez de place dans la salle, c'était vraiment impossible. Et beaucoup de filles ont eu la fameuse idée de frapper la porte
Et quand les agents de douane sont arrivés, ceux qui étaient en charge de la sécurité à l'aéroport, c'était à coup de matraque. Halas, halas, allez. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un terme arabe pour nous demander de aller. Aller de l'avant, avancer? Non, aller, donc rentrer dans la salle. Ok. Parce que ne pouvant plus respirer où on était dans la salle, on voulait se déporter dans le hall. Et les agents ne voulaient pas nous voir traîner parce que, d'après ce que beaucoup disaient, une fois arrivés, il y a certaines qui réussissent à sortir de l'aéroport et traînent dans tout le Liban. Sur ces pistes rouges de la misère que nous voyons à l'écran, ces pistes rouges vers la galère, il y a des morts. Il y en a embarqués un jour qui partent pour un voyage sans retour. Très souvent, trop souvent, un aller simple pour la mort. Des histoires choquantes de l'actualité courante et pour mieux sensibiliser. Je voudrais peut-être vous inviter à partager un autre moment. Toujours sur le fil de ceux qui partent, abandonnant famille, c'est bien cela, en leur promettant parfois de revenir avec argent et or. Il y a des témoignages sur les galères au niveau des barrières, le rapatriement qui est souvent violent, le retour, comment je fais pour entrer en famille. Et cette fois, nous parlons de ce qui peut être appelé le rêve brisé, voir ses frères mourir, soit y rentrer, soit mourir, c'est un peu ça. C'est un peu l'expérience aussi que nous retrouvons dans ce deuxième extrait, morceau choisi d'aventure, Retour au pays natal. Avec du sang. J'avais mon visage avec du sang. Même le blouson était transpercé jusqu'à ma peau était touchée. Quand on parle de la barrière, je me disais que c'était quelque chose d'aussi simple, d'aussi facile. Je me disais que c'était, dès que je devais arriver devant la barrière, je vais poser un pied, je traverse et puis je tombe en Espagne, je marche tout doucement. Je continue et puis je commence à jubiler que j'ai réussi et je suis en Europe. Mais vraiment, la réalité, c'est tout à fait concret. Je suis dans le convoi, un convoi de près de 350 personnes. On arrive jusqu'à je fais face à la première barrière. Mais à la deuxième barrière, on me récupère là-bas. Quand on m'a pris, on m'a renvoyé au côté marocain, l'armée marocaine. Allah, ils m'ont tabassé ce jour. Vraiment, je ne sais pas si on peut vraiment traiter un être humain de cette façon. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu mes frères mourir. J'ai vu comment on a tapé quelqu'un à la nuque. J'ai vu comment il est tombé et qu'on n'a pas tenu compte de lui. On est marché dessus. Parce que l'objectif de tout le monde, c'était de toucher la barrière. L'objectif de tout le monde, c'était d'entrer en Europe. Alors comme ça, on ne se souciait plus de qui était couché. On ne voulait plus savoir qui doit vivre, qui doit mourir. C'est ton sort qui t'intéresse le plus. J'ai vu ce jour comment on a fait juste des fosses. On a lancé quelqu'un à l'intérieur. On a enterré avec des pierres. Celui-là que sa famille pense qu'il est en Europe. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de ses nouvelles. On croit qu'il est en Europe. Mais ils ignorent que plus jamais, nous le verrons. Nous n'avons plus jamais savoir. L'Europe ne vous disait pas, venez. J'ai commencé à réfléchir qu'il faut rentrer. Mais je n'avais pas moyen. Si j'étais un oiseau, je serais rentré. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de souffle de courir. Je ne pouvais plus courir. Alors j'ai commencé à sentir des fièvres tout le temps. Je voyais, j'avais les vertiges. Tout est devenu sombre devant moi.
je commençais à penser dans ma tête, Seigneur, peut-être je serais en train de mourir. Qu'est-ce que je ferais de ces enfants que j'ai laissés? De ma famille? Que diront-ils? Je pense qu'il faut que je retourne au pays. Ça fait déjà 2 ans que je suis en train de souffrir. J'en ai assez. Je vais rentrer. Je vais reprendre le vol pour le Cameroun. Quand j'arrive, les remords, je dis, mais ceux qui sont partis, mais pourquoi ça marche? Ça marche pour tel ou tel autre, mais pourquoi ça n'a pas marché pour moi? J'ai pris toutes mes économies, j'ai investi dans ce projet. J'ai abandonné le travail que je faisais à l'époque pour me retrouver ici. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourquoi? Est-ce que c'est de la poisse ou c'est quoi? Alors ça, je commence à pleurer. Je fonds en larmes, je pleure en plein milieu de l'aéroport de Douala. Des questions qui troublent l'existence. Barrières à la frontière, obstacles sur le chemin du rêve. Ceux qui franchissent parfois cette barrière courent le risque, sont parfois condamnés à couler sous les flots d'une mer furieuse. Oui, après le désert, il y a la mer. Il faut la traverser avec de grands risques, traverser meurtrière sur des bateaux qu'on pourrait appeler bateaux de la mort, des cercueils flottants parfois, des milliers de rêves brisés. C'est peut-être ça. Dites-moi un peu, quand vous arrivez en Libye, avant de traverser la mer, vous n'avez peut-être pas connu cette expérience-là. Vous êtes passé par avion. Oui, Lipoti. Vous avez frôlé la barrière? Oui. C'est par la barrière que j'entre en Europe, dans la ville de Melilla en Espagne. Mais c'est plus que ça. En réalité, c'est plus que ça. Parce que... Racontez-nous. Vous voyez comment les personnes se font piéger sur les barbelés. Il y a parfois des blessures qui vont jusqu'à pratiquement 10 cm. Les barbelés vous fendent le corps jusqu'à atteindre les os. En fait, vous voyez comment les migrants sont piégés. Il faut que la Guardia Civile vienne après pour essayer de les enlever avec beaucoup de précautions. Qui est la police, oui. La police espagnole, en fait. Et la même idem pour le côté marocain. Il faut que je rappelle que à cette époque-là, cette barrière mesurait 3 mètres, 4 mètres, 2 barrières double parallèles. Aujourd'hui, c'est 7 mètres de hauteur. Ils ont encore ajouté une barrière, donc ça fait 3 barrières. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça devient très compliqué pour arriver en Europe par cette barrière. Donc, nous qui arrivions, et ce n'était pas du tout fini, il fallait encore attaquer une autre expérience de vie. Quand vous arrivez à Melilla, en passant par la barrière, vous devrez aller, vous avez 2 étapes à parcourir. Aller au commissariat, avoir un document qui vous permet d'aller au centre de rétention. Mais ce qui est à comprendre, c'est qu'entre la barrière et le commissariat, ça, on vous interpelle, on vous renvoie au Maroc. Entre le commissariat et le centre de rétention, quand on vous interpelle en cours de chemin, on renvoie en Europe, au Maroc, permettez-moi. Et vous comprenez que c'est un chemin de croix, c'est un chemin où rien n'est presque pas fini. Et même quand vous arrivez, pour ceux qui y arrivent, vous avez beaucoup d'années à passer, au moins 5, 6, 7 ans. C'est de mes camarades qui se sont maintenus en Europe, ont fait au moins 8 ans. Il y en a beaucoup jusqu'à ce jour qui n'ont pas de papier, qui errent, qui montent, qui descendent en Europe sans aucun statut. Un chemin de croix où parfois on retrouve sa foi. On est sans protection, sans toit, sans papier, destin amer, mais il faut échapper à cette tragédie qui commence à être certaine. Marlise, il faut aussi penser au retour. Vous dites, on ne peut plus avancer, il faut rentrer. Ou bien vous forcez le destin? Quand tu arrives dans un pays dont tu ne connais vraiment pas les réelles conditions de vie, tu te dis avec tout ce calvaire, toute cette souffrance, pourquoi est-ce que je vais m'éterniser ici au Cameroun? J'avais un travail. Il est bien vrai que tout ce que j'avais comme économie, j'ai investi dans ce voyage qui n'a pas marché du tout. Et pire, même pour certains, il y a des familles qui sont en dette. Je dis, je vais prendre le risque de retourner et recommencer à zéro. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'une fois au Cameroun, il y a le regard des uns et des autres. Parfois, certains vous pointent du doigt.
On dit, mais celle-là, elle a pris l'avion, elle est partie. Parce que généralement, les gens ne veulent pas comprendre ce que vous avez enduré quand vous êtes arrivé sur place. Ce qu'ils regardent, c'est elle est partie déjà de l'autre côté, elle est revenue. Donc, ça veut dire qu'elle est revenue avec beaucoup de richesse. Ils se disent qu'une fois arrivé, vous avez un boulot qui est à votre disposition, vous avez des milliards qui sont à votre disposition. Vous avez... en fait, vous vivez le rêve européen. Mais ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais compris, ils refusent de comprendre que ce que certains les font miroiter, c'est une chose, et maintenant la vie réelle en est une autre. Comment votre retour s'est passé? Et j'ai failli vous poser la question, comment s'est passée votre première journée ou votre première nuit au Cameroun? Comment vous êtes rentré? Par avion aussi? Ben oui, parce que je vais vous dire, je suis quelqu'un avec un fort caractère, parce que je n'ai pas laissé les Libanais m'écraser comme ils le font généralement. Ben, quand j'arrive avec les maltraitances, violences verbales, les menaces de mort à répétition, sachant que j'ai déboursé des centaines et des centaines, voire 1,5 million pour me retrouver dans ce réseau. Et je le clamais haut et fort à qui voulait l'entendre, que j'ai payé pour être là. Si ça ne va pas, je décide de rentrer chez moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je vais me faire violenter. Et la plus grosse arnaque, c'est que quand vous partez du Cameroun, vous versez de l'argent à l'agence qui vous recrute ici. Et maintenant, quand vous êtes en train de partir, l'agence vous fait comprendre que arrivez là-bas, ne dites pas que vous avez donné de l'argent ici. Parce qu'une fois arrivé sur place, Marlise était mêlée là, l'agence reverse de l'argent à l'agence au Cameroun. Et c'est dans cet engrenage-là que je me suis retrouvée. Mais c'est moi qui met à découvert ce réseau, en fait. Parce que quand j'arrive, je dis, mais non, mais j'ai déboursé de l'argent pour arriver ici. Pourquoi est-ce que je me retrouve enfermée, tous mes papiers sont confisqués, je ne peux pas appeler mes parents, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas libre de mes mouvements. Donc, je décide, je rentre chez moi. Et je vous assure, j'ai vécu des moments horrible, parce que quand monsieur et madame partent au travail, on vous a fait dedans, hein, et imaginez que la maison prenne feu, mais vous mourrez à l'intérieur. Ou madame qui vient à la maison, elle est en période de menstruation, elle enlève son sous-vêtement au salon, elle te demande de ramasser. Elle ne te demande pas de ramasser comme ça, mais de ramasser comme ça. J'ai dit non, c'est bon. J'ai laissé mon boulot au Cameroun, je décide de rentrer. Même s'il faille reprendre à zéro, je vais le faire, je cours le risque. Et la première nuit au Cameroun, je vous assure, j'étais contente de partir de là et de revenir chez moi. Le soulagement. Oui, un soulagement énorme. Mais quand j'arrive au Cameroun, ce sont des regrets. J'ai laissé un travail que j'avais à l'époque qui me rapportait suffisamment de sous pour un rêve, une illusion qui m'a été vendue par un membre de ma famille. Et la vie que j'avais, en fait, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu. Quand j'arrive au Cameroun, c'était les regrets. J'avais pris, il y a mes parents, sur l'argent que j'avais, j'ai dû emprunter des sous à mes parents, un argent que je n'ai jamais remboursé jusqu'à aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, j'étais redevable à ma famille. Il fallait que je travaille pour pouvoir rembourser cet argent. C'est une autre histoire du retour de l'enfant prodige. Vous dites regrets, mais aussi les regards qui pèsent sur vous. Bien sûr, parce que la famille se dit que, en fait, elle est déjà partie, malgré les études qu'elle a faites, elle est déjà partie. Donc, on compte sur elle pour pouvoir assurer la relève après nous, pouvoir prendre soin de ses frères et sœurs. Ben, quand vous revenez, tu reviens sans 5 francs. Parce que là, tu n'as plus d'argent. Hein. Tu descends à l'aéroport de Douala. Ce sont les parents qui doivent t'envoyer l'argent pour pouvoir prendre le bus pour revenir sur Yaoundé. La honte totale. Le regard des voisins, certains qui murmurent, vos amis de l'époque qui, à la limite, commencent à vous éviter parce que vous êtes revenus de Mbeng, vous n'avez pas de valise pour eux, vous n'avez pas de chantillon de parfum pour eux, vous n'avez rien. Et votre vie est plus misérable à l'arrivée qu'au départ. Donc, vous ne servez plus à rien. Il faut choisir, Robert Alain Lipoti, de fuir j'ai failli dire, cette course contre la honte et faire une course pour fuir la mort, la galère. Chez vous, il a été par avion aussi, vous avez eu de la chance, parce qu'il y a des mouvements de rapatriement par avion. Oui, exactement. En fait, quand nous sommes à Milia, il faut rappeler que tout le temps, il y avait toujours les incursions sur la barrière.
Donc pendant que nous y étions en train de trouver des solutions pour pouvoir aller au centre de rétention, une autre organisation a suivi la barrière. Plus de 1500 personnes se sont introduites dans cette petite ville de Milia qui ne fait pas un quartier de Yaoundé. Et donc les autorités espagnoles et marocaines, je pense, décident de ratisser toute cette ville et faire sortir toutes les personnes qui n'avaient pas de papier. C'est dans ces conditions qu'on nous ramène dans la ville de Nador, dans un camp militaire où nous avions passé 2 semaines. Et au départ de là, un matin, donc bien avant, toutes les ambassades de l'Afrique du Sud du Sahara au Maroc venaient pour recenser les ressortissants. Et il était question de faire rentrer tout le monde, en tout cas nous faire rentrer dans nos pays respectifs. C'est dans ces conditions que nous partons. Dans mon vol, on était 93 Camerounais avec un bébé, je crois, de 3 mois, que sa maman se retrouvait au centre de rétention bien avant. Et nous arrivons à l'aéroport de Douala, puis la base navale. Nous avons passé, je crois, 3 jours. Ma première nuit au Cameroun, j'étais très soulagé d'avoir retrouvé la terre de mes ancêtres, parce que je passais plus d'1 an en train de monter, descendre, en train de vivre sans statut. Je ne dirais même pas que j'étais un apatride, je dirais que j'étais un animal, parce que un animal, un apatride, en fait, on peut le considérer comme une personne, mais un animal, ce n'est pas toujours ça. Donc j'étais très content de rentrer, et c'est dans ces conditions que j'ai pensé mettre sur pied cette association pour éveiller les consciences des compatriotes sur ce danger qu'on encourt en voyageant dans ces conditions. Et vous parlez d'éveil des consciences. J'ai eu le privilège de parcourir toute la bande du film, dont la première partie est, on va dire, en dessin animé, en film d'animation, à l'image du rêve. Et la deuxième partie est un peu en mode réel, avec des personnages comme vous, en mode réel, comme Jack aussi, qu'on va suivre tout à l'heure dans ce morceau choisi, et qui raconte avec regret, qui affronte la honte, qui demande pardon. Mais après cette repentance, il y a cet exercice de sensibilisation. Vous avez été touché, vous ne recommencez pas à zéro, vous revenez avec une expérience à partager. Et cette expérience, vous l'avez mise sous le label de la sensibilisation auprès des jeunes dans les rues, dans les campagnes et même à l'église où le pardon est de mise. Souffrir, pourquoi? Non, ce sont les... Parce que tu ne veux pas être patient. Ils sont héros. Non. Quand tu peux être héros, quand tu vas en aventure. Ils sont là, non. C'est parce que mourir en héros, c'est mourir avec sa dignité. Sa dignité. Ils ne sont pas en champ de bataille, ils vont en aventure. Oui, chacun libre. Allô, approchez. Nous sommes venus vous exposer les photos sur le parcours de la migration irrégulière. C'est un peu comme ça. Histoire de changer avec vous et nous poser des questions sur la pratique de la migration irrégulière. Chaque photo a une histoire. Il y a des parents qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants depuis plusieurs années. Nous sommes certains que certains sont dans ce cercueil que vous voyez. Regardez par exemple le compatriote qui prépare, c'est au Maroc. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Moi qui vous parle, j'ai vécu dans ces conditions. C'est ça qui nous amène. Nous sommes venus échanger avec vous, c'est-à-dire en prenant la route pour partir clandestinement, que vous puissiez savoir que ça va être difficile et même impossible à un moment donné, et que c'est la mort à un moment donné qui vous guette. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez qu'en prenant 2-3 millions, vous mettez sur un voyage qui ne va jamais aboutir? Vous pensez que c'est la solution? Vous avez raison. Voilà. Et donc finalement, nous disons donc aux gens que de prendre ces 3 millions et partir, il est mieux de le prendre et investir sur un projet de développement local. Ce qui pousse les jeunes à partir, à chercher à partir, c'est parce que les conditions ne sont pas meilleures dans le pays. Oui. Donc si on améliorait les conditions ici, je crois que personne ne peut rêver de l'étranger. On croit que c'est mieux ailleurs. Oui, justement, c'est cette illusion-là que nous venons vers vous faire savoir que le ailleurs-là est presque impossible. Je voulais faire l'aventure, j'ai fait l'aventure, même si je ne suis pas arrivé. Moi, j'estime quand même que je suis arrivé là où je devais arriver. Tout ce que je fais là, ce n'est pas pour moi, en réalité. Ce que je fais ici, ce n'est pas pour moi. Ce que je fais, c'est pour
améliorer les conditions de vie de ma maman. Et ça, c'est mon appareil photo. Il faut qu'on trouve quelque chose. Il y a l'appareil photo qu'on va utiliser. Attends. La communauté européenne, en fortifiant le détroit de Gibraltar, a repoussé ses frontières plus au sud, dans le désert. Elle cherche à contenir l'immigration africaine à l'intérieur de son continent et pousse les polices marocaines comme algériennes à servir de gendarmes à l'Europe. J'aimerais retrouver vraiment l'amour, j'aimerais me sentir aimé. Et que ce foyer de tension qui règne autour de nous, que cela cesse. Enfin, je sais que je suis haï. Et je voudrais encore vous dire que je n'ai pas abandonné mon combat, qui est celui de transformer quand même à un niveau acceptable le niveau de vie de la famille. C'est mon rêve le plus cher. J'ai toujours rêvé comme ça. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas plus que ce que je peux fournir. Je suis au maximum de mes efforts. Je suis essoufflé. Je fais tout pour plaire, mais mes efforts sont vains. Mes efforts sont vains. Je suis revenu, vous êtes resté dans la même situation, peut-être même ça a même empiré, comme vous le dites souvent. Peut-être ça a même empiré. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille plonger dans la mer? Que j'aille me suicider? Si j'avais su que c'est ceci qui m'attendait au pays, je ne serais pas revenu. J'aurais pris... Le plus que parfait, le temps des imperfections, le temps des regrets aussi. Et comme qui dirait, quand l'Eldorado n'a pas, entre guillemets, donné, on peut retourner au village, comme Jack qui demande pardon à ses parents. Échec donc après l'heure du retour, ayant tout perdu, le temps des regrets. Il faut échapper à la stigmatisation dans les communautés, il faut braver ce sentiment-là, il faut sensibiliser. Et ce n'est peut-être pas facile quand peut-être les gens vous disent « Ah, qu'est-ce que vous partiez faire là-bas ?» Ou bien quand ils vous disent est-ce qu'on vous a envoyé? Nous, on veut aller guetter. Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs clichés qui reviennent. Il y a des compatriotes qui nous disent « Mais attendez, pourquoi vous présentez seulement ça? Présentez aussi ceux qui ont réussi, par exemple. Il faut dénoncer les vraies causes qui font en sorte que les gens partent. Les gens partent, oui. Le chômage, la gouvernance, voilà, le chômage, la gouvernance et tout ça. Mais nous leur faisons savoir que non, nous-mêmes, nous n'avions pas de soutien, on n'a rien du tout. Mais nous avions seulement un souci d'information. En fait, nous ne sommes pas la police des frontières. Nous n'allons pas quadriller tout le Cameroun. Mais ce que nous souhaitons, c'est de présenter les dangers que cela augure. Il faut rappeler que nous sommes la toute première association au Cameroun formée des rapatriés qui acceptent de partager leur expérience à visage découvert, et ça porte ses fruits quand même. Marlise, tout à l'heure hors micro, vous me faisiez remarquer que ces retours, parfois c'est pour mieux repartir. Il y a des aires de départ. Certains viennent prendre un peu de sous, un peu de souffle pour repartir. C'est tentant. En 2017, j'ai travaillé avec la première vague de migrants rapatriés par l'OIM. Et d'après un lot constat, sur, si je peux dire, sur 100 migrants revenus au Cameroun, 60 ont repris la route. Quand on les pose généralement la question de savoir pourquoi est-ce que vous repartez, le Cameroun n'a rien à nous offrir, nous sommes des éternels chômeurs et autres. Il faudrait que les gens sachent que ce n'est pas le pauvre qui décide d'aller en aventure. Parce qu'on ne va pas en aventure avec zéro radis. On va toujours en aventure avec des sous. Pourquoi ne pas prendre cet argent au lieu de l'investir dans un projet de voyage qui n'est pas toujours sûr de réussir? Pourquoi ne pas l'investir dans un projet à développement local? Il nous reste chacun 1 minute et pour parler de 2 points rapidement, quand on revient, il faut peut-être se reconstruire et l'Organisation internationale des migrations et des nombreux projets comme le FFUE, initiative avec l'OIM, aide les jeunes à se réintégrer. On parle de 4500 retours entre juillet 2017 et décembre 2020. C'est facile. Quelles sont les actions pratiques faites sur le terrain, vous qui travaillez avec ces partenaires-là et ces organisations pour
faciliter leur réinsertion. On dit qu'on leur donne de l'argent aussi. Oui, là vous évoquez le projet, donc l'initiative conjointe OIM-Union européenne, qui était déjà axée sur, je crois, 3 ans. Il fallait ramener 850 Camerounais. Depuis la vague, n'est-ce pas, des problèmes en Libye, l'OIM a pu faire entrer plus de 4500 Camerounais. Et il faut dire qu'à jour, plus de la moitié ont déjà pu obtenir, n'est-ce pas, leur réinsertion. Beaucoup repartent, mais beaucoup sont sur place et ils sont vraiment contents de pouvoir, n'est-ce pas, avoir un peu de possibilités pour repartir. Et je chute sur la sensibilisation. Il faut dire que sur les 2 projets, Mola Lukayambak et Cameroun Mon Aventure, nous avions pu distribuer pratiquement 18 000 magazines avec Mola Lukayambak et 40 000 magazines Quad gratuitement de par le Cameroun. Je rappelle que c'est le tout premier projet à grande échelle sur la base de la sensibilisation. Je pense qu'il y en aura d'autres puisque notre objectif, comme je l'ai dit, consiste à éveiller les consciences et amener les gens à comprendre qu'il faut créer un paradis sur place. Parce qu'il faut créer un paradis sur place et comprendre que c'est un problème assez compliqué qui concerne pratiquement presque tous les pays, dans la mesure où nous sommes à la quête de notre identité, nous n'en avions presque plus. Où vont se soigner, n'est-ce pas, les personnes, les riches, les Africains, où ils vont acheter les habits, où ils vont en tourisme, où ils vont en vacances. C'est cette épineuse question que nous souhaitons et chercher à résoudre sur place, justement, par la sensibilisation dans les écoles, les églises, les masses médias, ainsi de suite. Et pour que le message passe, les associations se mobilisent et sensibilisent des cibles très sensibles, on l'a dit, avec des jeunes surtout, comme la vôtre. Qu'est-ce que vous avez en tête pour les jours à venir, par exemple? Nous avons plusieurs projets en vue actuellement. Que nous allons démarrer après la journée du 21, une journée où nous aurions une assise avec toutes les associations qui font dans la traite et le trafic au Premier ministère, une initiative portée par le PM, que je tiens à remercier particulièrement. Mais en fait, pourquoi la question que je voudrais répondre à une question, pourquoi les jeunes, pourquoi est-ce que nous sensibilisons les jeunes? Parce que les jeunes sont des candidats potentiels au départ, dont des prêts-à-partir, comme ça qu'on les appelle. Parce que ces jeunes, quand on arrive dans certains établissements de la place des universités, on peut voir des affiches comme Liban, 250 000, Qatar, 300 000, Koweït, 250 000. C'est un piège pour ces jeunes qui, après les études, vont se lancer dans la vie active. Et ils vont se dire, pourquoi ne pas me lancer dans cette aventure. Et des familles également, nous sensibilisons des familles parce que ce sont des familles qui financent ces réseaux, qui financent des voyages. Et au-dessus de votre épaule, il y a un logo OIM, c'est Organisation Internationale des Migrations, qui vous épaule dans ce combat et cette sensibilisation. Assistance aux migrants, réponse aux urgences, recherche sur la migration, et on se quitte sur quelques chiffres donnés par exemple. 4 familles sur 5 ont au moins perdu membres sur la route de l'immigration clandestine, et pour que cela n'arrive plus, pour tourner le dos à ces drames, la sensibilisation donne la voix. L'OIM, le ministère des Relations extérieures et évidemment la télévision pour porter cette voix, la voix de la sensibilisation, pour barrer la voie VOIE à l'immigration clandestine. Marlise Etémé, Robert Alain Lipotier, merci pour votre présence sur ce plateau et pour ces riches contributions. Eh bien, vous pouvez lire Quad Magazine, on peut se rapprocher de vous. J'imagine que vous êtes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Marlise Etémé et Robert Alain Lipotier, que vous pouvez retrouver en ligne. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Allez-retour, nous sommes de retour.